perte de sens. Vous pouvez passer le sens du divin. Ah oui, on est cartésien. Alors, je pense donc je suis. Alors Descartes, il a fait de nous des aveugles. C'est tout simple, regardez. Je vais dire là, cette table, elle existe. Cette table, elle existe, je la touche, je sais qu'elle existe. Par contre, vos chaises, est-ce qu'elles existent? Je ne sais pas, je ne les touche pas. Là, si on n'utilise que le côté rationnel, que le cerveau gauche, eh bien on se prive du cerveau droit. C'est comme si on se privait d'un sens, tout simplement. Ça a fait de nous des aveugles. Et bon, bah, notamment, toutes ces parties-là, ça a complètement disparu. Alors, on va faire un tout petit peu de science. Le principe de thermodynamique qui dit que l'entropie d'un système fermé ne peut qu'augmenter. Le désordre ne peut qu'augmenter. En fait, c'est tout simple. Si je prends, je vais dire, par exemple, un morceau de sucre et du café, je vais pouvoir diluer le morceau de sucre dans le café, mais pour arriver à partir du café, récupérer le morceau de sucre d'un côté et le café de l'autre, ça ne va pas forcément se faire. Hein, pareil sur un pneu qui se dégonfle, ça va toujours dans un sens, le glaçon qu'il faut, etc., etc. Ça, c'est un principe de thermodynamique qui est très très bien connu. Sauf que la vie, elle ne respecte pas ça. Elle ne respecte pas ça. Si vous mettez un... Bon, je vous ai donné quelques petits exemples, la tasse, le café, etc., toutes ces choses-là. Si vous prenez un haricot sur un coton humide près d'une fenêtre, il y a une semaine plus tard, au lieu d'aller vers l'entropie, vers le désordre, vers le pourrissement, la mort, il y a un processus qui peut créer la vie, et là, au contraire, ça crée de l'ordre. C'est-à-dire que la vie elle-même ne respecte pas le troisième principe de la thermodynamique. Alors je vous rassure, au niveau global, au niveau de l'univers, c'est respecté parce que l'univers est en expansion, etc. Donc ça nous entraînerait un peu loin de parler de tout ça. Mais toujours est-il que le miracle de la vie lui-même, déjà, il y a quelque chose d'incroyable. Des fois, je cite un exemple que je trouve rigolo. Vous voyez, là, j'ai ma main qui est là. J'ai ma main, elle est là. Bon, ça fait déjà 50 ans que j'ai ma main. Et qu'elle grandit, qu'elle... imaginez, voilà, je ne vais pas le faire. Je coupe la main, je la donne à quelqu'un, je dis, ben voilà, maintiens-la en vie. Imaginez un peu le boulot pour maintenir quelque chose en vie, comme ça, vous le sortez du contexte et vous le maintenez en vie. Alors là, c'est quelque chose d'incroyable. Et pourtant, on n'a aucun doute sur le fait que ça va pouvoir se maintenir. Ça, on en reparlera tout à l'heure. Et là, il y a en physique, on a découvert des choses. Alors là, je l'ai mis dans mon livre, et surtout, si ça intéresse certains, c'est d'aller regarder un peu ce qu'est le principe anthropique, l'ajustement fin des constantes, qui montre que finalement, le hasard seul ne peut pas être responsable de la création de l'univers. Ça n'est possible que parce qu'il y a une sorte d'intention. Marc Alévi, dans un de ses livres, il prend l'exemple du petit démineur sur Internet, enfin sur le PC, où en cliquant au hasard, on peut très bien arriver à déminer toute la page, là, mais si on cherche et qu'on réfléchit, ça va aller beaucoup plus vite. Et en fait, on s'est rendu compte, enfin les scientifiques se sont rendus compte que l'âge de l'univers n'est pas compatible avec le hasard pur. Il faudrait qu'il soit 100 fois plus âgé pour que juste le hasard puisse avoir créé tout ça. Donc il semblerait qu'il y ait une intention. Et cette intention, moi je l'ai appelée GOSC, le grand organisateur des synchronicités et coïncidences. Comme ça, il n'y a pas de connotation, ni scientifique, ni religieuse, d'aucune forme et tout. Mais visiblement, GOSC, il est très actif. Il est très actif, je veux dire, je suis sûr qu'il n'y a pas une personne ici qui n'a pas remarqué parfois des coïncidences. Moi, en ce qui me concerne, c'était incroyable. Quand j'ai commencé à m'intéresser à cette question de la non-existence du hasard, j'ai fait un rêve important. Je venais de rencontrer un thérapeute jungien. On a étudié ce rêve avec ce thérapeute. J'avais rêvé de 3 personnes qui voulaient travailler avec moi. C'était des Suisses ou des Allemands. Et puis j'ai été interpellé là-dessus. Et je regarde le dictionnaire à un moment, je me pose ces questions-là. Et au moment de fermer le dictionnaire, je mets mon doigt sur un mot au hasard, comme quand on tire une carte de tarot. Je me dis, mais c'est ridicule. Les cartes de tarot, elles ont tout un sens. Là, les mots dans le dictionnaire. Mais en même temps, je regarde quand même. Et je suis tombé sur Wolfgang Pauli. Wolfgang Pauli, qui est un scientifique, que je connaissais comme tous ceux qui ont fait des études de physique connaissent le principe d'exclusion de Pauli. Et ce que je ne savais pas, c'est qu'il avait travaillé avec Jung sur les synchronicités. Pendant 20 ans, ils ont échangé échanger des courriers sur le fait que le hasard n'existe pas. Je me pose des questions là-dessus et je tombe là-dessus. C'est
C'est incroyable. Donc moi, j'ai commencé à me dire, là, peut-être qu'il faut que je revoie mon approche, parce que bon, c'est en tant que scientifique, en général, ce qu'on nous apprend, on ne dit pas que le hasard est purement aléatoire. Quand vous faites des probabilités, il n'y a pas de doute là-dessus. Et voilà, notre cheminement, il va vers l'homme qui aime. Ce qui est important, je le mets là, l'amour ou la peur. En gros, on a toujours deux moteurs. Soit l'amour qui attire, soit la peur qui repousse. Et énormément de nos choix, finalement, de base, s'appuient soit sur l'amour, soit sur la peur. Et le travail, c'est de passer du 3e au 4e chakra. Yogi Bhajan, qui enseignait le Kundalini Yoga, quand on lui disait quelle est la distance entre l'enfer et le paradis, 2 doigts. C'est la distance entre le 3e et le 4e chakra, entre un comportement égoïste et un comportement altruiste, tout simplement. Alors, voilà, on fait un petit parallèle entre les recherches individuelles et les recherches collectives, et on va monter dans le même sens. Et regardez ce qui s'est passé. Il y a 10 000 ans, l'homme est passé de cueilleur, chasseur à agriculteur. Il s'est sédentarisé et il s'est organisé de telle sorte à ce que la recherche de nourriture soit de plus en plus facile. C'était vrai que c'était plus facile d'aller chercher l'animal s'il était dans le pré d'un côté bien enfermé que d'aller le chasser dans le troupeau qui faisait que passer. Le produit de l'ère agricole, c'est clair, c'est la nourriture. Ensuite, l'ère industrielle, à peu près 150 ans, on a commencé à vraiment de façon industrielle et de plus en plus efficace à produire du matériel, de plus en plus. L'ère industrielle produit des biens matériels. Et actuellement, aujourd'hui, on est en plein dans l'ère de la communication. L'ère de la communication produit de l'information. D'accord? Parce que là, on sait bien qu'il y a de plus en plus les valeurs, c'est de plus en plus les valeurs cérébrales, etc. Tout ce qui est créé, la créativité. Alors, on va faire juste un tout petit détour sur l'influence de la pensée occidentale. Simplement, je vais juste commencer à le dire tout à l'heure. Il y a 3 siècles à peu près, Descartes, il a mis un petit peu d'ordre dans tout ça. Il a écrit le discours de la méthode pour organiser sa pensée pour la création des sciences et techniques. Je ne sais pas exactement le titre, mais c'est un truc comme ça. Les conséquences de Descartes, ça a été une très très grande efficacité derrière. Avec des tas de découvertes incroyables, notamment au 19e siècle, c'est là que la science était très très forte. La mécanique de Newton, elle explique, je prends ça, si je connais sa position, sa vitesse, sa rotation, à ce moment-là, je peux décrire où il va tomber et sous quel angle. C'est incroyable, la science devient prédictive, c'est quelque chose d'extraordinaire. Pareil avec l'électromagnétisme et les équations de Maxwell, la thermodynamique, et on pourrait passer de très 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 nombreux domaines en revue. Ça, c'est vraiment la puissance intellectuelle. Mais, début 20e siècle, alors là, il y a tout qui tombe par terre, et la relativité d'Einstein, il voulait savoir qu'est-ce qui se passait si on voyageait sur un rayon lumineux. Et bien, il n'a pas pu répondre, il a dit, on ne peut pas. Et puis, il a tout révolutionné, avec cette correspondance espace-temps, masse-énergie, et des tas de paradoxes, vous savez, les paradoxes des jumeaux, tous ces trucs, etc. Donc là, déjà, l'intellect, la réalité nous sort de l'intellect. Là, on était sur une logique, et puis on arrive sur des trucs complètement paradoxaux. Et puis la physique quantique, c'est pareil, enfin, c'était pire, quoi. Je veux dire, la dualité onde-corpuscule, le chat qui est à la fois mort et vivant, tous ceux qui ont fait un petit peu de ces choses-là. Il y a de très 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 nombreux paradoxes. Donc déjà, on a eu notre recherche collective intellectuelle nous invite à aller un petit peu au-delà. C'est-à-dire que nous, on a la logique, c'est oui, non, c'est vrai, c'est faux. Bon, à l'échelle de l'atome, ça devient vrai et faux. Alors là, ça devient complètement bizarre, quoi. La logique, elle disparaît. Mais on peut se dire, la relativité, c'est l'infiniment grand, et la mécanique quantique, c'est l'infiniment petit, donc ça ne nous touche pas. Sauf que, il y a des systèmes chaotiques. En fait, à la fin du 19e siècle, il y avait des tas de systèmes qui étaient bien connus au niveau de leur comportement. Les équations étaient connues, mais on n'avait pas les solutions des équations. Par exemple, tout ce qui concerne la météorologie, tout ce qui concerne la dynamique des fluides, etc., les équations ne sont pas très compliquées, mais on n'arrivait pas à les résoudre. Et on a eu la preuve, grâce à l'ordinateur, du fait qu'on n'aurait pas pu de toute façon les résoudre. Parce que quand on a une approche analytique, le résultat, il est fin. Je veux dire, par exemple, si j'ai une règle de 33 cm, je la coupe en deux, je vais avoir
16 cm. Et c'est clair, net et précis. Donc, on injecte, quand on a les équations et la solution des équations, on injecte une valeur et on a un résultat précis. Si j'ai, je vous disais, la vitesse, la position, etc. de cet objet, je vais vous dire précisément où il atterrit. Or, on s'est rendu compte que dans des systèmes comme la météo, etc., quand on les fait tourner sur ordinateur, en les simulant, ces équations, on se retrouve sur des systèmes extrêmement éloignés, avec des conditions initiales extrêmement proches. C'est ce fameux effet papillon là, dont tout le monde connaît. Mais là, c'est très intéressant, parce que ça veut dire que cette incertitude ne concerne pas que l'infiniment grand ou l'infiniment petit, mais concerne notre quotidien. Dès que ça commence à être un système un peu trop grand, ça devient chaotique et donc il y a de l'incertitude. Et même l'approche matérialiste du cerveau, par exemple, pareil. Dès l'instant qu'on atteint des niveaux statistiques grands, hein, etc., on perd toute certitude, on perd tout déterminisme. Et voilà, là, justement, là on a finalement tellement exploré collectivement cette recherche de bonheur, hein, en s'organisant, etc., qu'on devrait pouvoir dire qu'on en est à l'aube du bonheur. Or, là, j'ai mis 2012, bon anniversaire Titanic, hein, parce que le Titanic, c'était vraiment le symbole de l'arrogance de l'homme qui maîtrise la nature. Bon, on a vu ce qu'il a donné, le Titanic. Hein. Eh bien, 2012, c'est un peu la même chose. Et voilà le résultat de nos sociétés qui donnent envie à tant de personnes, parce qu'on a tout ce qu'on aurait voulu. Dans les premiers chakras, dans le bas de la pyramide de Maslow, on a tout ce qu'on avait voulu, et pourtant, par quoi ça se traduit? Par des montées de suicides, consommation d'antidépresseurs dans les sociétés avancées. Donc là, il y a un truc. Il y a un truc, sur cette fusée à étage, il faut passer à l'étage suivant.